Le président Alassane Ouattara se rend demain à Agnibi-le-Cro. Il va inaugurer et livrer le pont sur le fleuve Comoé et la route à Bengoro. Agnibi-le-Cro, les populations sont mobilisées pour l'accueillir. L'opposant Adama Barrow est élu président de la République en Gambie. L'opposant a obtenu 45,54% des voix contre 36,6% pour Yaya Jammeh au pouvoir depuis 22 ans. Aujourd'hui, dans Cap sur les législatives, nous verrons ce que c'est qu'une immunité parlementaire, que représente-t-elle et comment s'applique-t-elle. Nous en saurons davantage dans ce journal. Bunta, dans le département de Biancouma, attend son désenclavement. Les routes qui mènent dans ce village sont dans un état de dégradation très avancé. Le village est entre dynamisme et enclavement. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. L'opposant Adama Barrow est élu président de la République en Gambie. Il a remporté l'élection présidentielle avec plus de 45% des voix contre 36,6% pour Yaya Jammeh au pouvoir depuis 22 ans. C'est une victoire surprise pour l'opposant et une défaite historique pour le président sortant. Yaya Jammeh a reconnu sa défaite d'après la commission électorale, mais il n'a pas encore fait de déclaration officielle. Herman Guivé. 22 ans d'exercice du pouvoir par Yaya Jammeh, balayé dans les urnes par une tempête qui porte le nom d'Adama Barrow. Adama Barrow le voici sur ces images, du haut de son véhicule de commandement, le poing en l'air, les bras grands ouverts, saluant ses partisans. C'était pendant la campagne de cette présidentielle. Il l'emporte avec 263 515 voix contre 212 099 voix pour Yaya Jammeh, soit 45% des suffrages. Pendant 22 ans, l'image de celui que l'on surnomme l'homme au turban était collée à l'image de la Gambie. 22 ans de pouvoir avec plusieurs accusations de violation de droits de l'homme dans ses placards par des organisations internationales telles Human Rights Watch, Amnesty International. Le feuilleton Yaya Jammeh se termine avec un brin de sagesse. Le président sortant, battu dans les urnes, reconnaît sa défaite à la surprise générale. 22 ans après son accession au pouvoir par coup d'État, la victoire vient de changer de camp. Ce soir, ses partisans ne feront pas la fête dans les rues de Banjul. Et loin de la Gambie, ici en Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, se rend demain à Agnibi-le-Cro. Il va inaugurer et livrer le pont sur le fleuve Comoé et la route à Bengoro, Agnibi-le-Cro. L'inauguration de cet axe routier dont les travaux ont démarré en février 2014 est un véritable soulagement pour les populations. Eugène Atoubi. Il est plus de 16 heures quand nous entrons dans Bengoro. Sur les différentes gares de la ville, des voyageurs attendent d'embarquer à bord d'un véhicule selon leur destination. Sur leur visage, pas la moindre appréhension. Je vais à Abidjan, précisément à Bobo. Avant, je ne partais pas à cette heure à Abidjan. Je parlais à cette heure, vu l'état de la route. Mais maintenant, puisque ça va mieux, la route est assez bonne, donc on peut voyager dans la soirée. Je vais à Bonoukou. Ce qui a changé, comme il n'y a plus de creuse, ça fait qu'on peut rouler tranquillement. Aujourd'hui, sortir d'Abengoro ou y entrer après 16 heures ne donne plus de la frayeur. La raison est que la route qui part du pont sur le fleuve Comoé dans le village d'Anekwadjokro jusqu'à Agnibi-le-Cro a été entièrement réhabilitée. Une vraie renaissance, mais l'ouvrage suscite des inquiétudes malgré le soulagement. Aujourd'hui qu'on a arrangé la route, on se plaignait. Mais la route est belle aujourd'hui, il se croit obligé de faire de la vitesse comme je ne sais pas quoi. Et ça provoque des accidents. Il faut amener l'Oser un peu sur cette route-là pour les sanctionner un peu. On est le premier bénéficiaire de cette route. Parce qu'avant, on était à 7 à 6 départs par jour. Et aujourd'hui, on a 9 à 12 départs par jour. C'est véritablement à partir du village d'Anekwadjokro, après le pont sur le fleuve Comoé, que l'usager réalise la renaissance de cette route. À sa joie s'ajoute le bénéfice des localités que traverse cette route qui relie les royaumes d'Enia et Djuablin. Avec en prime ce bonheur exprimé à l'envi par les populations des localités qui l'ont en partage. Pour toute la région de l'Est, toute la population est heureuse pour la construction de cette route-là. C'est une fierté pour toute la région de l'Indénié Djuablin.
notre canton a contribué grandement à la réalisation de cette route. Les jeunes ont eu du boulot, donc c'est dire que le développement est vraiment en marche. Le calvaire d'une route, hier objet d'alarme et de larmes, est aujourd'hui souvenir à la fois pour les usagers et les populations des royaumes d'Enian et Guablin. Reste maintenant une autre attente à combler. Le bitumage de la route de Bétier via Abengourou et la réhabilitation du pont sur le fleuve Komoué. C'est la route internationale de l'Est, l'axe pont Komoué à Nilbilekro, comme vous l'avez vu, est maintenant réhabilité. Les crevasses, les nids de poules ne sont plus que de vieux souvenirs. Et cette route qui fait aujourd'hui la fierté des populations de l'Indénié et du Ablin a une histoire que nous rapporte notre reporter Mamadou Kwasi. C'est en 1983 que la route internationale de l'Est, appelée encore la Nationale 1, a été bitumée pour la première fois. Elle a connu un début de dégradation en 1998. De cette période jusqu'à 2010, aucune action n'a été entreprise pour sauver cette voie qui dessert plusieurs régions de la Côte d'Ivoire et Koumassi, la capitale politique du Ghana. Grâce au président de la République, Alassane Ouattara, vie a été redonnée à la Nationale 1, surtout l'axe pont-Komoué à Nilbilekro. Les travaux de réhabilitation qui ont duré 2 ans environ ont permis la création d'emplois pour 800 jeunes de la région de l'Indénié du Ablin. Ces travaux ont permis également de mener des actions d'envergure pour parfaire la route. La réalisation de cet ouvrage-là a permis quand même de faire de nouveaux ouvrages, des bus, des dallos, et d'élargir aussi certaines voies et aussi de faire quand même certaines bretelles dans les différents villages environnants. Voilà. Tout ça pour le bien de la population. Les travaux de réfection de l'axe pont-Komoué à Nilbilekro, long de 87,5 km, ont coûté à l'État de Côte d'Ivoire la somme de 39 milliards de francs CFA entièrement financée par l'Union européenne. Cette route neuve et moderne qui va désenclaver les régions de l'Indénié du Ablin, le Kontougo et le Bunkani sera livrée par le président de la République Alassane Ouattara ce samedi 3 décembre 2016 à la population de la région de l'Indénié du Ablin. Et justement, c'était une promesse du chef de l'État. La réhabilitation de l'axe pont-Komoué à Nilbilekro, c'est fait. Les populations sont impatientes donc d'accueillir le président Ouattara qui arrive, je rappelle, demain dans la région. Elles sont mobilisées pour l'inauguration de cet axe routier qui a maintenant fière allure. On retrouve Mamadou Kwasi. La région de l'Indénié du Ablin dans ses nouveaux habits pour accueillir pour la seconde fois le président de la République, Alassane Ouattara. Les populations de cette région sont mobilisées pour réserver un accueil spécial au chef de l'État pour ce qu'elle qualifie de cadeau de la décennie. Grâce au chef de l'État, Alassane Ouattara, l'axe pont-Komoué à Nilbilekro, la route internationale a été entièrement refaite. Mais avant cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance, les autorités politiques et administratives du département de Nilbilekro sont sur le terrain pour s'assurer de l'évolution des travaux préparatifs. Rendre un hommage mérité au président de la République. Au-delà de la route, le président a fait beaucoup de choses en si peu de temps pour notre région. Je crois qu'on aura l'occasion de donner un chapelet demain. Et les populations, nos parents sont très reconnaissants à M. le Président de la République. Donc je ne doute pas un instant, demain la mobilisation sera à la mesure de l'événement. Les transporteurs, premiers bénéficiaires de cette infrastructure, ne veulent pas rester en marge de la mobilisation. Le Haut Conseil des transporteurs de Côte d'Ivoire est également sur le terrain pour mobiliser ses membres de la région de l'Indénié du Ablin, mais aussi des autres régions. Le président de la République sera à Nilbilekro demain matin. Il sera là pour ouvrir cette route internationale. Il sera là pour permettre au secteur de transport d'être rentable, d'être compétitif. C'est pour cela que nous demandons à la grande famille des transporteurs de Côte d'Ivoire, particulièrement à celle des régions du Boukani, de l'Indénié du Ablin, d'être présente en grand nombre afin que nous puissions, avec le président de la République, manifester notre choix d'avoir cette infrastructure. L'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, à Nilbilekro est prévue pour 10 heures, suivie de la cérémonie d'inauguration de la route nouvellement réhabilitée. On en arrive à ce qui concentre l'actualité politique en Côte d'Ivoire, les élections législatives, et on en parle d'un cap sur les législatives. La CEI s'active pour les législatives du 18 décembre prochain.
La commission électorale indépendante s'attelle à la formation de tous ceux qui sont impliqués dans le processus. Après les candidats aux législatives, la CEI a rencontré les organisations de la société civile. La séance de travail a porté sur la charte de l'observation des élections et le mode opératoire du vote. Alexis Ouedraogo. Auditrices attentives, les fêtières de la société civile étaient face aux responsables de la CEI. Youssouf Bakayoko entend prévenir toutes les incompréhensions autour des législatives. Il veut surtout une société civile outillée pour son rôle d'observateur. Nous comptons sur vous pour faire en sorte que cette élection se passe de façon apaisée. Parce que, comme vous le savez, l'élection des députés appelle toujours un certain nombre de contestations ou de remue-ménage. Mais il vous appartiendra de nous aider. La charte de l'observateur des élections en Côte d'Ivoire a été présentée, les fêtières invitées à la respecter. Et il faut que nous montrions davantage que les candidats, comme les électeurs, savent désormais qu'en Côte d'Ivoire, on n'a plus besoin de créer beaucoup de discorde après une élection. Que nous avons des instruments qui nous permettent de régler les différends. Les observateurs de la société civile ont une obligation d'accréditation, accréditation qui ouvre les portes de la libre circulation de ces derniers lors du scrutin. Ils sont toutefois exposés aussi à des sanctions en cas de non-respect de leurs devoirs. Vous le savez, les députés bénéficient de l'immunité parlementaire. Mais avez-vous une idée de sa définition? Que signifie donc l'immunité parlementaire? Que représente-t-elle? Comment s'applique-t-elle? Vous avez certainement aussi la réponse, mais voyons ce reportage d'Alexis Ouedraogo. Une fois élu, le député est investi de l'immunité parlementaire. Cette disposition vise à le protéger des pressions extérieures. Durant son mandat donc, il ne peut être ni poursuivi en justice, ni recherché, ni arrêté, détenu ou encore moins jugé. Il ne peut être condamné tant que cette immunité perdure. Immunité d'irresponsabilité et immunité donc d'inviolabilité. L'irresponsabilité protège le parlementaire dans l'exercice de ses fonctions. Elle est perpétuelle, elle est permanente, mais également elle est absolue. L'inviolabilité qui joue également au profit du parlementaire pour le protéger, comme je l'ai indiqué, contre les pressions, pour lui permettre d'exercer en toute indépendance. Mais l'immunité parlementaire n'offre pas une impunité totale. Si le parlementaire a commis un crime, une infraction, il est possible d'engager des poursuites contre lui à condition que l'Assemblée nationale lève l'immunité parlementaire par un vote à la majorité des 2/3 des membres présents. Cette autorisation de l'Assemblée nationale n'est plus requise en cas de flagrant délit. L'immunité parlementaire est personnelle, elle ne concerne que le parlementaire lui seul, elle ne s'applique ni à sa famille, ni aux personnes à son service et encore moins à des complices éventuels. Voilà, c'était Cap sur les législatives. Je rappelle, le scrutin aura lieu le 18 décembre prochain. Nous partons maintenant pour l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, où le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques vient de se réunir. Ces étudiants saluent la nouvelle constitution qui fait la promotion de leurs droits. Ils encouragent par ailleurs les décideurs à renforcer la lutte contre le chômage des personnes en situation de handicap. Konepa Gassoro. Didier, âgé de 30 ans, est étudiant en Master 1 de droit privé à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Handicapé depuis la naissance, il dit être heureux d'avoir voté en faveur de la nouvelle constitution le 30 octobre dernier. La raison, certains articles de cette constitution garantissent l'exercice des droits pour les personnes handicapées dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi, entre autres. J'ai lu un peu le projet de loi concernant la nouvelle constitution. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment la situation des personnes handicapées, des personnes en situation de handicap. Donc, à travers les articles 31 et 32, ça m'a vraiment motivé, voilà pourquoi je suis parti voter pour la nouvelle constitution.
La joie de Didier est partagée par le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, GIEPSI. Les responsables de ce groupement ont au cours d'une conférence salué les articles 32 et 33 de la nouvelle Constitution. Ils entendent également lutter contre le chômage des personnes en situation de handicap. Nous avons parcouru la Constitution et nous sommes rendus compte qu'il y a 2 articles qui sont consacrés aux personnes handicapées. Et ce qui nous touche le plus, c'est le problème de l'employabilité. Et nous sommes là ce matin pour remercier le chef de l'État qui vraiment a pris en compte les personnes handicapées et en même temps lancer un message pour demander à ce que le recrutement dérogatoire soit institué. Le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire souhaite l'implication des collectivités publiques aux côtés de l'État en vue de lutter contre toute forme de discrimination, mais surtout à prendre les dispositions pour assurer l'insertion des personnes en situation de handicap. Et dans le domaine agricole, plus de 19 milliards de francs CFA ont été investis dans les régions du Haut-Sassandra et du Fromager pour l'aménagement de plus de 788 hectares de parcelles pour la culture intensive du riz et du maraîcher. Et bien pour se rendre compte de la réalisation effective de ces infrastructures agricoles, le ministre de l'Agriculture et du Développement durable s'est rendu à Gonaté et à Vavois. Le reportage de Soro Corona est commenté pour vous par Kwadio Kwame, Jean de Dieu. Présenter les différentes réformes pour la relance du secteur agricole, les performances agricoles de ces 5 dernières années et rapprocher les services centraux du ministère de l'Agriculture et du Développement durable aux populations. Tels sont les principaux objectifs des journées de l'administration agricole délocalisée Tchad. La 5e édition de ces journées se tient à Daloa, dans la région du Haut-Sassandra. Pour la première journée de ces assises, il a été question de visiter et réceptionner des infrastructures agricoles du projet d'aménagement hydro-agricole dans les régions du Haut-Sassandra et du Fromager. Ce projet vise à contribuer à l'autosuffisance alimentaire ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Coût du projet, plus de 19 milliards de francs CFA. À Gonaté, nous avons mis en marche l'unité de 2 tonnes heure, et qui est entièrement géré par des coopératives féminines. Le président de la République a décidé de relancer l'économie du pays, qui repose essentiellement sur le secteur agricole. Dans le programme, c'est une centaine d'unités qui vont couvrir l'ensemble du territoire. De 2 tonnes heure seront suivies après d'une trentaine d'unités de 5 tonnes heure. Nous avons présenté en Conseil des ministres un dossier sur l'ensemble des investissements dans la région en ce qui concerne l'agriculture et les 7 barrages dont celui de Nian est en train d'être inauguré aujourd'hui faisait partie. Dans les localités visitées, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a sensibilisé les populations sur la question du foncier rural. Les 5e journées de l'administration agricole délocalisée JAD ont pour thème le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. Des stands du secteur agricole ont permis au monde agricole de mieux connaître les services du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Je l'annonçais en début de journal, Bunta, dans le département de Biankouma, attend son désenclavement. Les routes qui mènent dans ce village sont dans un état de dégradation très avancé. Le village est donc entre dynamisme et enclavement. Mais comment écouler les productions? La question préoccupe énormément les villageois. Eugène Atoubi. Vu de dessus, on aurait dit un objet minuscule posé dans une cuvette. De plus près, on découvre un village établi au milieu des montagnes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bienvenue à Bunta, au cœur du pays Yakuba. Visite surprise, une mission de la délégation régionale du Conseil du Café Cacao de Mans est arrivée dans le village. Devant la caméra, vue par les populations comme guidée par Dieu jusque dans le village, le chef a très vite fait de lancer son cri de cœur. C'est un village qui a toutes les difficultés que Dieu a créées. A commencer d'abord par la route. Bunta est un village de la sous-préfecture de Santa, faisant partie du département de Biankouma. On y accède par 2 voies, à partir de Santa ou à partir de la sous-préfecture de Yorodougou. Pour autant, les difficultés d'accès sont identiques d'un itinéraire à l'autre. Un véritable parcours du combattant. Cette réalité fait de Bunta un village enclavé. Dynamique pourtant, grâce à sa population et sa double place de pôle économique et grenier de tout le département de Biankouma.
Dans ce village où la terre est généreuse et où la cacaoculture attire les populations comme du miel, tout est manque. 6 000 habitants et même pas une case de santé. À notre passage, une femme venait de finir un accouchement à l'ancienne, comme c'est l'usage à Bunta. Quand les femmes vont accoucher, on pille les kaolins et puis on met sur eux. Et puis quand elles finissent d'accoucher, elles commencent à saigner, on leur donne des médicaments, on pile et puis on donne, elles boivent. C'est pas très efficace. C'est parce qu'on n'a pas les moyens. Il n'y a pas de carte de santé, il n'y a pas de route. Dans le village de Bunta, ce sont 4 à 6 accouchements par semaine selon la matrone du village. Et il y a fort à parier que cette jeune fille, à terme, n'aura pas l'assistance d'une sage-femme. Pour tout dire, les besoins et préoccupations des populations de Bunta sont encore basiques. Premier, c'est la route. Deuxième, c'est la sécurité. Troisième, c'est le centre de santé. Parce que si tu es malade ici, tu vas quitter ici, aller à Santa, soit à Bablé. Bon, si tu n'as pas eu la santé, tu risques de mourir sur la route. Vrai ou faux, on raconte à Bunta que faute de routes praticables, tous les projets retenus au bénéfice du village n'ont jusqu'à ce jour connu aucun début d'exécution. L'électrification et l'adduction en eau potable sont appelées de tous les vœux, autant que les infrastructures socio-éducatives et des projets en faveur des jeunes pour leur épanouissement. L'état de la route que nous voyons ici, c'est parce que nous travaillons dessus même. Sinon, sans ça, les camions ne peuvent même pas arriver ici. Et comment nous allons transporter nos cacao? Donc c'est fait un village qui est déjà fait de production beaucoup, il y a beaucoup de plantés ici. Souvent quand les camions tombent comme ça, on est obligé de mobiliser la jeunesse, aller pousser les camions et puis les enlever dans certaines difficultés. Dans cette période de traite cacaoyère, les populations peuvent encore bénéficier de la clémence des pistes d'accès à Bunta, à l'honneur du Conseil du café et du cacao qui a reprofilé de nombreuses routes dans le département de Biankouma. Mais quand viendront la fin de la campagne café-cacao et le temps des pluies, Bunta va retomber dans l'isolement. Et les bonnes volontés, elles s'activent du côté de Badika pour développer leur village situé dans la région du Hambol. L'un des cadres de ce village vient justement de construire les bureaux et la résidence du sous-préfet. Les travaux ont coûté plus de 150 millions de francs CFA. Ces 2 bâtiments nouvellement construits dans le village de Badika, village situé dans la commune d'Etafiré à une centaine de kilomètres de Katiola, région du Hambol, sont la sous-préfecture et la résidence du sous-préfet. Ils ont été construits sur une superficie de 4500 mètres carrés à plus de 150 millions de francs CFA par l'un des fils du village, Traoré Nyouma Brahima, par ailleurs président du conseil régional du Hambol. Quand le sous-préfet nous a été affecté, malheureusement, il n'y avait pas d'infrastructure pour le recevoir. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de résidence. Donc, j'ai décidé de lui construire non seulement des bureaux dignes, mais de faire également une résidence. Pour le donateur, tout est fin prêt pour accueillir le sous-préfet et ses collaborateurs. Il est aujourd'hui question de la remise des clés au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Non loin, le collège moderne de 8 classes du village en construction. L'initiative est du conseil régional du Hambol. Dans le cadre des activités du conseil régional du Hambol que j'ai l'honneur de diriger, nous avons donc mis l'accent d'abord sur l'éducation. Et c'est à ce titre que j'ai décidé donc de doter toutes les sous-préfectures de collèges de proximité. Les travaux ont démarré à Badika, à Fumbolo également on a démarré les travaux. Selon les responsables du conseil régional du Hambol, de nombreuses autres infrastructures et chantiers, notamment des établissements scolaires, sont en cours de finition dans d'autres villages et villes de la région du Hambol. Reportage réalisé pour vous par Konepa Gassoro. Je vous propose de revenir sur la 29e journée mondiale de lutte contre le sida commémorée hier. Au cours de cette journée, ici en Côte d'Ivoire, des dons en matériel bureautique d'une valeur de 7 millions de francs CFA ont été faits par des partenaires au service de santé des forces armées pour renforcer la lutte. Abou Sanogo. À l'ouverture de cette cérémonie, le colonel Lambert Boblé,
commandant le groupement ministériel de moyens généraux, s'est dit heureux d'accueillir dans sa caserne cette deuxième édition des activités de lutte contre le sida dans les forces armées. Le médecin-colonel-major Yao Ndri, directeur de la santé et de l'action sociale des armées, représentant le directeur général de l'administration et des finances, le général de brigade Mambi Koni, a situé les enjeux de cette lutte. Nous avons sensibilisé, nous avons traduit tous nos efforts et donc nous allons maintenant nous déployer sur le terrain contre le VIH. Du matériel informatique ainsi que du mobilier de bureau, le tout d'une valeur de 7 millions de francs CFA, ont été remis aux représentants du directeur général de l'administration et des finances du ministère de la Défense par le docteur Mathurin Yao, représentant de la représentante résidente de l'ONG Population Service International Côte d'Ivoire et du PEPFAR. Ces équipements, selon les donateurs, sont destinés au comité sectoriel de la lutte contre le sida et à l'ensemble des structures sanitaires de la défense dans le cadre de la gestion des données sur la lutte contre le sida dans les forces armées. Le docteur Mathurin Yao a réaffirmé le renforcement de la collaboration entre le ministère de la Défense et les partenaires de la lutte contre le sida pour faire baisser de façon significative le taux de prévalence de cette pandémie dans les armées et à la gendarmerie nationale. L'autre volet de cette cérémonie a été la visite des stands de sensibilisation d'activités de laboratoire, d'information stratégique et de dépistage dressés à cette occasion. Ailleurs en France, l'information est connue depuis hier. Le président français François Hollande ne briguera pas un second mandat. C'est une première dans l'histoire de la 5e République en France et c'est une décision surprise qui rabat les cartes à gauche. Sylvie Touré. Contre toute attente, François Hollande ne sera pas candidat à sa propre succession. Le président français a annoncé ce jeudi qu'il ne briguera pas un autre mandat. C'est l'épilogue d'un suspense et la réponse à une question que se posaient les Français. La décision est surprenante car à aucun moment, l'occupant de l'Élysée n'a laissé quiconque et encore moins son entourage deviner cette intention. Elle est aussi inédite et historique. François Hollande devient le premier président français au pouvoir à renoncer à solliciter à nouveau le suffrage du peuple. Les raisons sont multiples. Même si François Hollande auréole son mandat d'un bilan positif, la réalité est tout autre, du moins pour la majorité des Français. C'est que le président s'est lui-même lié les mains avec des promesses telles que la courbe du chômage qu'il échouera à inverser. La loi El Khomri, du nom de sa ministre du Travail, qui a mobilisé des millions de travailleurs dans les rues des mois durant. L'affaire Leonarda, une collégienne rome de 15 ans, arrêtée lors d'une sortie scolaire et expulsée au Kosovo avec sa famille. Sur ce dossier, François Hollande avait fait marche arrière devant les mouvements de colère des élèves en proposant à Leonarda de revenir, mais sans ses parents, ce que refusa la petite. Cet épisode avait suffi à plomber la popularité du président français. Le coup d'estocade sera porté par son ex-compagne, Valérie Trierweiler, à travers la publication du livre « Merci pour ce moment ». Un véritable épisode de vendetta politico-sentimental, ce livre a fait mouche, tout comme celui commandé par Hollande lui-même. Un président ne devrait pas dire ça, dans lequel il en a un peu trop dit. L'équipe gouvernementale, elle tanguera à plusieurs reprises, avec des limogeages et démissions. Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Aurélie Filippetti en août 2014. Ils seront suivis 5 mois plus tard par 2 autres ministres et plus récemment par Emmanuel Macron. Pour beaucoup, François Hollande a été trahi, poussé dans le dos par ses proches. Exit le commandant, place au lieutenant. Mais lequel? Le fauteuil de François Hollande semble plus convoité par ses proches, dont des anciens ministres ou ministres en fonction qui se refusent au partage de la responsabilité de l'échec. Ils sont nombreux qui s'avancent déjà vers la ligne de départ, parmi eux Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lienenmann, Gérard Filoche et tout récemment Manuel Valls, sans compter ceux des partis associés et les candidatures non encore déclarées. D'autres membres de la gauche, tels qu'Emmanuel Macron ou encore Jean-Luc Mélenchon, préfèrent enjamber la case primaire et se positionner directement pour le sprint final. La primaire risque d'être épique à gauche et la présidentielle, qui aiguise tant d'appétit après le renoncement de François Hollande, un choc fratricide pour le Parti socialiste.
Et c'était un récit de Sylvie Touré. L'ONU a officiellement présenté ses excuses au peuple haïtien pour son rôle dans l'épidémie de choléra qui a fait près de 10 000 morts et contaminé 800 000 personnes depuis 2010. Des casques bleus népalais avaient importé la maladie dans l'île. C'est le dénouement d'une crise sanitaire et diplomatique qui dure depuis bientôt 6 ans. Mais l'organisation refuse toujours de reconnaître sa responsabilité juridique en se protégeant derrière l'immunité diplomatique de ses missions. Une page triste dans cette édition. Décédé le 17 septembre dernier, la levée du corps de l'ambassadeur Christian Roger Claude Becquet, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, a eu lieu ce vendredi matin. C'était à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, en présence du président de la République, Alassane Ouattara, des membres du gouvernement, le corps diplomatique, parents, amis et connaissances, comme vous le voyez dans les images. L'ambassadeur Claude Becquet, je rappelle, avait 65 ans et sera inhumé demain samedi à Zeuilly, à Akopé. Il laisse derrière lui 4 enfants et une veuve. Fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain à 20h.